Madame, Monsieur, bonsoir. Agriculture au menu de questions d'actu ce soir. Après des années de stress et de sécheresse, le ciel a enfin ouvert ses vannes. Un mois de précipitations, alhamdoulilah, abondantes, des barrages qui respirent, des sols qui se rechargent. Oui, la pluie redonne de l'espoir aux campagnes marocaines. Mais l'eau, aussi salvatrice soit-elle, ne règle pas tout. Car pendant que les cultures reprennent, les bras manquent. Je m'explique. Le paradoxe est réellement là. Plus de production potentielle, mais moins de travailleurs pour récolter. Selon les données du Haut Commissariat au Plan, l'emploi agricole a reculé structurellement ces dernières années, sous l'effet combiné bien sûr de la sécheresse, mais aussi de l'exode rural, de la hausse des salaires et de la concurrence des grands chantiers. Résultat, des récoltes retardées, parfois incomplètes et une qualité menacée, notamment dans l'oléiculture. On va en parler ce soir. Nous sommes peut-être en train d'assister à la fin d'un avantage compétitif historique pour le Maroc, celui d'une main-d'œuvre abondante et surtout peu coûteuse. Alors une question centrale s'impose, le Maroc agricole a-t-il réglé la question de l'eau ? Et surtout, quid désormais de cette autre problématique, la crise sociale et humaine plus profonde dans le secteur. Alors, entre retour de la pluie et pénurie de bras, le secteur agricole est clairement à la croisée des chemins. Nous en parlons ce soir avec mes deux invités sur le plateau. D'abord, j'ai le plaisir d'accueillir le président de l'ACOMADER, représentant donc des professionnels du secteur agricole, de la production agricole dans notre pays. Rachid Benali, bonsoir et bienvenue à vous sur ce plateau. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter avec nous aussi. Il est agronome et professeur de l'enseignement supérieur à l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II à Rabat. Professeur Taher Srari, bonsoir et bienvenue à vous également. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Alors, messieurs, dans quelle mesure les plus récentes ont réellement permis de sécuriser la campagne agricole 2025-2026, Rachid Benali? Est-ce que nous sommes sortis d'affaire? Sécuriser, oui et non, parce que c'est un démarrage. On ne peut dire qu'on a sécurisé, ça dépend des filières. On peut dire qu'on a sécurisé une bonne partie. C'est le professeur Srari pour parler de l'élevage, c'est son domaine, il peut parler. Ça, c'est quand même, on a sécurisé une bonne partie du moment qu'on a un couvert végétal qui est très important, qui sera important encore avec l'arrivée du printemps, Inch'Allah. Donc ça va au moins sécuriser pour l'élevage au niveau de leurs aliments et ça va soulager l'éleveur pour ses charges qu'il y a aujourd'hui. Il a traîné 5 ou 6 années de sécheresse où ça lui a coûté tellement cher d'acheter des produits genre orge ou aliments justement, composés. parlons d'orge. Est-ce que ces pluies sont bonnes pour la céréaloculture? Alors, effectivement, je reviens. La céréaloculture, c'est excellent, même. Un très bon démarrage. Maintenant, il faut voir la suite. C'est-à-dire, on peut avoir... mais rien n'est garanti. On a encore le mois de mars et le mois d'avril devant nous. Et il faut les pluies de printemps sont très très importantes pour les céréales, pour tout ce qui est grande culture, c'est-à-dire les céréales, les oléagineux, les légumineuses, tout ça on a besoin. Mais le plus bénéfique dans tout ça, c'est l'eau, c'est la nappe, ce sont les barrages, c'est les ouettes. Ça c'est le plus important. Ça c'est quand même, il y a des endroits où on a des stocks pour quelque temps. Ça c'est important quand même pour l'avenir. Et le plus important dans tout ça, c'est que le moral revient pour les agriculteurs. Le moral revient et pour les éleveurs aussi. Je sais que c'est votre domaine de prédilection, professeur Srari. C'est une très bonne nouvelle pour les éleveurs en sachant que est-ce qu'on est déjà sorti de cette crise qui frappe le secteur de l'élevage dans notre pays? Si oui, dans quelle mesure? Sortie de crise après 2 mois de pluie, je pense que c'est allé un peu vite en besogne. Je rappelle qu'on a perdu le tiers de nos bovins. Exact. Et que pour reconstituer le cheptel, il faut du temps. Sur les petits ruminants, les cycles étant plus courts, je pense que l'année a très bien commencé. Les pâturages naturels qui ont traditionnellement couvert une partie conséquente des besoins de ce cheptel mobile que sont les petits ruminants, je pense que c'est une très bonne année, d'autant plus que les pluies sont réparties de manière assez consistante sur, je dirais, une bonne partie du territoire national, même au-dessus du sud du Souss-Massa. Maintenant, pour les bovins, ça rejoint un peu le cycle des céréales. Les cultures fourragères sont là, elles sont installées.
Mais reconstituer le cheptel national bovin, ça va demander du temps et il faut peut-être plus d'une bonne année agricole, peut-être même 2 bonnes années consécutives pour qu'on puisse reconstituer le cheptel. Maintenant, sur les autres spéculations, je suis totalement d'accord. L'arboriculture, l'horticulture, bien sûr les céréales, c'est fondamental. Moi, j'ai tout le temps dit sur votre plateau qu'on ne pouvait pas parler d'agriculture si on ne mentionnait pas les céréales. C'est 50% de la superficie agricole emblavée annuellement. Et les statistiques des dernières années montraient que cette surface baissait. Parce que les gens ne voulaient plus s'aventurer à semer. Parce que c'est la sécheresse. Parce qu'il y avait une incertitude absolue. Oui. Non, en début d'année, on ne peut pas dire que c'est la sécheresse. Mais quand jusqu'au 15 novembre, début décembre, il n'a pas plu, les gens, ils étaient rebutés, ils ne semaient pas. Cette année, on a vu les mêmes hésitations. Début novembre, j'étais sur votre plateau, je vous disais, les gens sont encore indécis. D'ailleurs, la campagne a commencé un peu en retard. Ah, bien sûr, bien entendu. Les premières pluies n'ont eu lieu que vers le 15 novembre. Je me rappelle, Rabat, le 11 novembre. Je peux vous donner cette date, je m'en souviens très bien. Et donc, surtout ce qui est intéressant cette année, c'est les volumes et la répartition très régulière. On a quasiment des pluies chaque semaine. Et même maintenant, il y a des gens qui commencent à dire vivement 2 semaines de soleil pour que la nature fasse son travail. Et on nous dit qu'en fin de semaine, il y a encore un autre phénomène dépressif qui va toucher le pays. Et donc, on commence à se poser des questions, parce que l'excès d'eau, bien sûr, a aussi des conséquences qui peuvent être négatives, surtout sur les cultures. Sur les cultures, on va en parler. L'excès d'eau, on n'a jamais de l'eau en excès quand il s'agit de barrages, Rachid Ben Ali, quand on entend que la moyenne nationale de remplissage dépasse les 48%. Pour les derniers chiffres dont nous disposons. Que signifie cela pour les cultures, et notamment les cultures irriguées? Est-ce qu'on va voir certains barrages qui avaient été entièrement dédiés à l'exploitation, on va dire, de l'eau potable pour les villes? Est-ce que cette exploitation va revenir et toucher les terres agricoles qu'elle irriguait avant cet épisode de sécheresse étendue de 7 ans? C'est tout à fait normal. Aujourd'hui, on est à 48,7% de taux de remplissage. Et la même année, à la même époque, l'année dernière, on était à 27,6 ou 27,7. Donc quand même, on a 20 points de plus. On revient de loin, oui. On revient de très loin. Les barrages vont reprendre. La grande irrigation. C'est ça. La grande irrigation va reprendre. Les bassins, c'est le plus important pour nous, qui était vraiment à l'arrêt depuis plus de 5 ans, celui de Chaouia, de Kala. C'est ça le gros du problème. Si on arrive à reprendre ces zones-là, c'est extraordinaire. Donc vous confirmez que, effectivement, l'agriculture irriguée dans cette région... Ça va reprendre, je ne confirme pas, parce qu'il faut attendre un petit peu, parce qu'on est à peine à 285 millions, je pense, au niveau du barrage Messira. Oui. C'est toujours pas suffisant, mais il y a encore de la neige. Ça, il faut attendre la fonte de neige. Il est rempli généralement par Bilouidan. Oui, Bilouidan est à plus de 35% il y a plus de 400 millions, je pense, dans Bilouidan. Hansal est à plus de 100 millions. Donc ces barrages, ce complexe-là est très important pour l'agriculture dans ces zones. Et donc les 3 zones, ça doit que ce soit le Tzedla, la région de Tzedla, cette région-là, la région d'El-Chaouia, la région de Kala. Les 3 régions. On parle de combien en termes de production? On parle de combien en termes d'hectares dans ces régions parce que comme ça, les téléspectateurs ont aussi une idée. C'est très variable, parce que quand on part de la région de Tzedla, c'est de l'arboriculture. C'est l'olivier, le grenadier un petit peu, il y a les agrumes surtout. Et quand on part du Chaouia, tout cas là, c'est les grandes cultures. On va reprendre, ce qui est très important, maintenant cette année c'est trop tard, on ne peut pas mettre la place au niveau de la betterave sucrière, mais pour l'année prochaine, si on a de l'eau suffisamment, on va reprendre la production de sucre, et c'est très important pour le Maroc. Parce que quand même, à un certain moment, on a dépassé notre production. La production a dépassé notre consommation, plus de 50% de la consommation. Après, on a baissé et on tourne aujourd'hui aux alentours de 20% parce que les terres n'étaient plus cultivées, n'étaient plus irriguées. Je pense qu'avec ces barrages-là, on va reprendre, et ça, c'est très important. C'est de ce côté-là. Le côté aussi, il ne faut pas oublier, avec ces pluies, c'est la nappe. Parce que la majorité de l'irrigation se passe par le pompage, par les puits. Et là, je pense qu'on va avoir une nappe qui va remonter, ça on le sent, commencer à sentir. La terre est pleine, et ça c'est très important. Et ça concerne
pratiquement toutes les cultures. Ça touche surtout, ce qui nous intéresse le plus, c'est le maraîchage. C'est très important. La pomme de terre, l'oignon, on avait très peur cette année parce que avec le recul, avec les arrêts de pompage qui ont été interdits dans plein de régions. Donc, que vous avez contesté vous-même, Rachid. On a bien contesté, oui, c'est vrai, effectivement, parce que vraiment on avait très peur sur les 3 produits, surtout c'était la pomme de terre, l'oignon et la carotte. Les 3 produits, la tomate à moindre... c'est-à-dire la tomate, c'était la région surtout de l'Arab, c'est la tomate industrielle, même l'autre tomate aussi. Mais les autres régions, c'était pratiquement toutes les cultures. Et là, je pense qu'on est assuré pour ce côté-là, on est assuré quand même. Est-ce qu'on est assuré? Est-ce qu'on ne devrait pas aussi rester prudent, professeur Taïb Srairi? C'est pas pour jeter un peu, mais on doit rester quand même réaliste que le Maroc n'est pas totalement sorti d'un autre épisode de sécheresse, encore une fois. Non, vous avez totalement raison. Tout ça est très imprévisible. Ça rentre dans les prévisions du changement climatique de manière générale. Là, on a eu 2 mois de pluie intense, quasiment ininterrompue. On ne peut pas savoir ce qui va se passer au-delà du 15 février. On n'a aucune prévision, aucune visibilité. Et les cycles des cultures font qu'il faut aller jusqu'à fin mars, début avril, au moins pour les céréales, et même pour certaines des cultures que vient d'évoquer Sibn Ali, entre autres la betterave sucrière. C'est important d'en parler parce que dans les grands périmètres irrigués, la betterave sucrière, c'était un peu la culture qui donnait la trésorerie aux exploitations agricoles pour payer l'eau d'irrigation. Et quand il y a eu l'arrêt du service d'irrigation avec la betterave, les surfaces ont beaucoup chuté. Bien sûr, ça, vous êtes dépendant des importations, mais pour les agriculteurs, c'est une catastrophe parce qu'il n'y a plus la trésorerie pour payer l'eau d'irrigation. Et puis je rappelle qu'en aval, la transformation de la betterave demande beaucoup de bras. Et là, je vous tends la perche pour faire une transition vers le travail agricole. Non, mais c'est vrai. Et je vous en remercie, non, mais c'est très important. La betterave, c'est une culture dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est fondamentale dans les périmètres de grande hydraulique parce que non seulement c'est de la trésorerie pour les exploitations, c'est la garantie d'avoir des revenus, mais c'est aussi la transformation en aval qui demandait beaucoup de travail. Et donc tout ça, in fine, c'était bon pour le business. Pour tout le pays. Mais oui, non, et c'est surtout 2 filières complémentaires, à savoir l'agriculture et l'agro-industrie. Tout à fait. Justement, on parle vous évoquez en tant que professionnel au sein de la Comader, Rachid Benali, une pénurie de main-d'œuvre. Est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui aussi critique que le stress hydrique pour certaines filières? Si oui, expliquez-nous ces données. Aussi, oui, on peut dire qu'aussi important, parce qu'on a aujourd'hui le meilleur exemple, on peut citer aujourd'hui, c'est l'olive. L'olive, on a une production record, tout le monde le sait. On n'a jamais eu cette production. Je pense qu'on est passé de loin. Même les prévisions les plus optimistes, on les a dépassés de loin. On est vraiment une production exceptionnelle. Malheureusement, aujourd'hui, on estime encore 40% d'olives qui restent sur les arbres. Et en majorité, impossible de les cueillir parce qu'il y a un problème de main-d'œuvre. Et dans tous les bassins. C'est beaucoup, 40%, c'est énorme. C'est énorme. Mais pourquoi on n'arrive vraiment pas à trouver des gens pour cueillir les olives des arbres? Il y a eu 3 phénomènes réellement. Il y a eu 3 phénomènes. Premièrement, on a eu un décalage cette année. Une première, généralement, on commence la cueillette vers le fin octobre. Cette année, on a eu un décalage pratiquement d'un mois. Exact. Donc ce décalage qui a... Maintenant, ça nous a ramené à cueillir à partir du 20 novembre en moyen dans les bassins de production. Après, on a eu la pluie. Et quand on dit la pluie, bien sûr, les champs, on ne peut pas rentrer, on ne peut pas cueillir, on est bloqué. Et quand maintenant, il faut attendre la pluie que ça cesse. Une fois que ça cesse, on ne trouve pas les ouvriers. C'est ça le problème. On travaille vraiment dans des conditions très, très, très difficiles. Aujourd'hui, la cueillette, et ça, c'est le problème. Hier, on était à la Taouia, c'est le salon national de l'olivier. Tout le monde était là. Et c'est le seul sujet de numéro 1 aujourd'hui. On discute que de la main-d'œuvre, on n'arrive pas à la trouver. Les prix sont nettement plus élevés. Alors, justement, parlons de prix. Ni du SMIC, ni de SMAC, maintenant. Combien est payé un travailleur dans un champ d'olivier aujourd'hui? Aujourd'hui, le travail, si vous voulez travailler, c'est-à-dire, si vous voulez cueillir de l'olivier aujourd'hui, on le cueille à la tâche. Pratiquement pas d'ouvriers par jour. Généralement, si on peut travailler au jour, ça arrive aussi dans des pics. Certaines régions travaillent au jour.
Le C'est quoi la moyen, différence entre la tâche et le jour? la tâche, c'est au kilo, c'est à la caisse. On demande à un ouvrier de nous enlever la caisse. Et ben, la caisse, c'est 40 dirhams, généralement, plus ou moins 40 dirhams, c'est jusqu'à 50 dirhams la caisse. La caisse, il y a 22, 24 kilos, 25 kilos maximum dans une caisse. Ça, c'est un travail à la tâche. Quand on fait ce calcul-là, l'ouvrier s'en sort à 250, 300 dirhams jour. Au jour, ils travaillent aux alentours de ça dépend. Maintenant, c'est le mokaf, ce qu'on appelle, je ne sais pas comment on peut appeler ça. C'est là, on vient les chercher les ouvriers le matin et ça commence généralement entre 200 dirhams à 300 dirhams jour. C'est le prix aujourd'hui payé entre 200 et 300 dirhams par jour par ouvrier. Ça a évolué? C'était pas ces prix-là. Le SMAG est 93 dirhams. Quand ces prix-là, quand il y avait assez d'offres? Quand il y avait assez d'offres, on parlait du SMAC, on parlait à 100 dirhams. Le SMAC n'a jamais été réellement suivi. Le SMAC était à 88, mais le prix était aux alentours de 100 dirhams. C'était toujours supérieur au SMAC. Aujourd'hui, on est de loin, on est à 2 fois et demi le SMAC, donc on est très loin de ça. Maintenant, il y a des endroits où on travaille ça, en arabe on appelle kird bennos. C'est-à-dire que l'ouvrier, il récolte deux sacs, un sac pour le propriétaire qui a fait pour l'agriculteur qui a fait l'itinéraire pendant une année, et lui, il prend l'autre sac. Ce qu'on appelle un bennos. C'est-à-dire il prend la moitié de la récolte. Et ben, on peut l'estimer à ce qu'on veut, mais c'est comme ça que ça marche aujourd'hui. On a donc une pénurie vraiment très très sérieuse parce que ça tombe. Alors, quand je vous dis, ça tombe dans une période où on a beaucoup de pluie. On a eu beaucoup de pluie, donc les jours ensoleillés pour faire la récolte sont très limités. Et deuxièmement, bien, ça tombe aussi avec le problème, avec plusieurs récoltes qui arrivent en même temps, surtout les agrumes aussi qui arrivent en même temps. Et donc, il y a une concurrence entre les deux. Ça, c'est quand on parle des champs. Mais la réalité, en gros, si on veut se mettre maintenant au niveau national, pourquoi il y a eu ça? Parce que tout simplement, on a eu des arrêts de production pendant 5-6 ans. Les ouvriers ne vont pas rester dans le rural en train d'attendre. C'est des arrêts complets de la production ou la production a baissé? Du coup, les ouvriers sont allés chercher. A baissé et dans des endroits, c'était l'arrêt complet. Leur pain ailleurs. C'était l'arrêt complet. Quand on parle de céréales, quand on parlait. Donc là, on voit d'autres filières, on n'est pas que dans le livre. Voilà. Il a parlé d'un gros employeur, c'est la betterave sucrière. Quand on arrête un périmètre d'irrigation, c'est tout le périmètre qui se trouve à l'arrêt. Et ça, on l'a eu dans le maraîchage aussi. C'est un autre effet de la sécheresse. C'est un autre effet de la sécheresse. Et après, combiné il y a eu à d'autres combiné bien aussi, sûr au grand chantier. Au grand chantier. Alors justement, est-ce que le phénomène est nouveau dans l'histoire agricole marocaine, professeur Srairi, en sachant que nous n'en sommes pas à cette première crise hydrique, on va dire, structurelle dans notre pays? Le phénomène dans son ampleur actuelle, je pense qu'il est nouveau, effectivement. Et moi, en tant qu'académicien, ça fait déjà une quinzaine d'années, et j'ai des travaux publiés qui l'attestent. Je l'ai déjà dit sur votre plateau, je disais, attention, le travail agricole, avec ses spécificités, va s'imposer à l'avenir comme un sujet important de discussion. Parce que, on a fait des choix stratégiques qui consistaient à dire, notamment, on va remplacer les céréales qui ne rapportent pas suffisamment à l'hectare par des cultures irriguées, notamment l'arboriculture. C'est vrai que d'un point de vue théorique, ça peut se tenir, ça rapporte plus, mais aujourd'hui, on ça crée de l'emploi, c'était ça l'argument phare. Ça crée de l'emploi, mais maintenant, il n'y a personne pour travailler ces champs. Je rappelle que la céréale est en grande partie mécanisée. Exactement. La céréale est en très grande partie mécanisée. Tout à fait. Et demande très peu de travail, d'intervention sur la parcelle. Oui. Et c'est des personnes compétentes, notamment des machinistes. En revanche, cueillir des olives, c'est très difficile à mécaniser. Et nous avons quelqu'un qui connaît bien le secteur et qui vous dit, même avec des machines, on a des difficultés parce que parfois, le dimensionnement des parcelles, les plantations, etc., n'ont pas été faites dans un sens qui va vers l'utilisation optimale de ces machines. Autre chose, parce qu'il ne faut pas qu'on noie le débat, c'est très complexe. Parce que vous avez en plus de ça un changement structurel qui est en train de s'opérer. Vous avez la sécheresse, mais il y a aussi des choses qui sont en train de toucher la démographie nationale. Vieillissement de la population, tout le monde le dit aujourd'hui. Il y a de moins en moins de jeunes. C'est un phénomène visible. Troisième chose, exode rural massif. Moi, j'ai visité, et dans le cadre de mes missions d'enseignants-chercheurs, nous allons sur le terrain, dans des zones parfois semi-arides, arides. Il y a des villages où il n'y a plus que des personnes âgées.
et des enfants en bas âge qui ne sont pas en âge de travail. Troisième chose qu'il y a derrière le travail agricole, c'est les compétences. Parce que c'est vrai, on parle de travail agricole, mais il y a des choses très différentes. Il y a des choses qui demandent des compétences avérées, qui sont en train de se perdre. Parce que vous avez des gens qui maîtrisaient ces compétences, qui vous disent aujourd'hui, ça ne me permet pas de vivre dignement, décemment, c'est le mot qu'on utilise, travail décent, et ils vous disent, je vais aller faire autre chose. Ou carrément, je vais émigrer. Et le pays est en train de perdre comme ça des compétences dans certaines spécialités du travail agricole. Donc il est plus que temps d'ouvrir un débat national, mais vraiment sérieux, sur on veut faire de notre pays une puissance agricole, on veut garder notre souveraineté alimentaire, ou au moins atteindre notre souveraineté alimentaire, avec quels travailleurs, avec quelle rémunération du travail, avec quelle attractivité du travail. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de vivre un peu les prémices de la fin d'une production historiquement compétitive dans le secteur agricole, c'est-à-dire qui est basée sur le coût de travail agricole très bas et qui permet aussi de faire les chiffres que nous faisons. Vous évoquiez justement ce choix. Vous répondez en partie à la question entre les céréales. Dans les arguments que vous avancez. Notre compétitivité agricole était en partie basée sur une main-d'œuvre, comme on disait dans les livres d'histoire, taillable et corvéable à merci. C'est vrai. Quand vous aviez beaucoup de personnes illettrées, pour lesquelles il n'y avait pas d'autre débouché que d'aller employer leurs bras dans ces activités-là, ça faisait partie un peu de notre avantage. Mais ils le font ailleurs. On voit qu'il y a de plus en plus de travailleuses et de travailleurs agricoles qui traversent la Méditerranée de manière très légale. On n'est pas en train de parler d'immigration clandestine, pour aller récolter les fraises, les tomates en Espagne, en Italie, que sais-je. Ailleurs, vous avez bien dit ailleurs. Je dis ailleurs. Donc qu'est-ce qu'on attend concrètement des pouvoirs publics? Comme ça, on est clair. Ici, nous sommes en train d'aller vers ces évolutions. C'est renseigné d'un point de vue académique depuis longtemps, par des écrits qui nous viennent d'outre-mer, notamment de l'Europe. Notre population est en train de changer. Et il faut penser à changer nos législations, notre rapport au travail et aux travailleurs agricoles. Et ce que vient de dire Sibn Ali est très intéressant. C'est la rémunération du capital par rapport au travail. Et quand il vous dit que la moitié de la valeur de la récolte est prélevée aujourd'hui par le travail de la récolte, quelque part, c'est inquiétant pour tout le monde. Oui. C'est inquiétant pour tout le monde. Exactement. Mais ce sont des ajustements qui s'opèrent sur le terrain parce que... Jusqu'où la hausse des salaires agricoles est soutenable pour un exploitant? Vous en êtes un, Rachid Nel? Ça dépend de la spéculation. Quand on parle aujourd'hui de l'olivier ou bien des céréales, ce départ, c'est pratiquement très difficile de s'en sortir. C'est-à-dire, on parle à combien l'hectare? Aujourd'hui, on parle d'olivier, on se focalise un petit peu sur l'olivier. Ensuite, on parle aujourd'hui... C'est le secteur qui demande le plus de main-d'œuvre par rapport... Il demande beaucoup de main-d'œuvre, mais dont la valeur ajoutée est très faible. Si aujourd'hui, je vous dis un chiffre, et vous allez vous-même... C'est-à-dire, quand on parle aujourd'hui, je vous ai parlé tout à l'heure de la moitié, on peut c'est-à-dire le petit agriculteur, il parle de moitié, mais nous, en général, vu d'en haut, vu de tout ce qui est... Quand on parle aujourd'hui d'un prix de l'olive au kilo, qui est aux alentours de 5 dirhams, 4 dirhams à 5 dirhams, il n'y a pas plus que ça. Dans les 12, 13... c'est terminé, c'était l'année dernière. Oui, non, mais je dis... Mais bon, il faut le rappeler, il faut toujours voir où on était, où on est aujourd'hui. Alors aujourd'hui, quand on est et ça va de 4 à 6 dirhams le kilo, et quand on sait que la récolte nous coûte entre 2 dirhams jusqu'à 2 dirhams 50, le calcul est vite fait. Vite fait, parce que c'est insupportable. Ça ne peut pas être supporté. Pour avoir 1 kilo d'olive, on a travaillé, on a fait les engrais, la taille qui a coûté beaucoup d'argent, la location de terrain. Si est en location, sinon c'est un investissement personnel. L'investissement lui-même, il faut planter l'arbre pour avoir l'investissement. Il y a l'irrigation, parce qu'on a passé quand même 8 mois de l'année. On n'a pas eu d'eau dans je cite une région comme la région de Meknès, où on fait 38% de la production nationale. On n'a pas une goutte d'eau pendant 6 mois et demi. C'est pas des chiffres. 6 mois et demi, pas une goutte d'eau. C'est 6 mois et demi, il y avait de l'irrigation pendant 6 mois et demi. Et on arrive au bout de chaîne et on est obligé de donner 30-35% jusqu'à 40% de prix carrément juste à la récolte. Départ, c'est impossible. Sinon, on va faire répercuter cela sur le prix de vente de l'olive.
C'est impossible. Le prix de vente olive est bloqué. Et là, alors là, si on rentre dans toute la chaîne, il est bloqué à 4, 5, entre 4 à 6 dirhams. Il est bloqué en fonction du prix de vente du kilo. Parce que quand on parle de kilo d'huile d'olive, d'huile d'olive qui se situe aujourd'hui entre 30 et 35 dirhams le kilo, donc qui donne automatiquement un prix. Le prix de la vente de l'olive est indexé au prix de l'huile. Et l'huile aujourd'hui, parce que le consommateur ne supporte pas une huile qui dépasse les 40, 45 dirhams. Oui, il a supporté, hein, quand les prix ont explosé l'année dernière. Les gens, ils n'ont pas arrêté de consommer de l'huile d'olive, si Rachid Ben Ali. Non, ils ont baissé énormément. Il y a eu une très forte baisse de consommation pendant les 2 ans. De combien? On n'a pas les chiffres exacts, mais au moins de 30% de baisse de consommation. Maintenant, il y a une reprise de consommation, mais c'est-à-dire la consommation est là, mais quand on est si aujourd'hui on détaille 50 dirhams, on peut refaire le travail dans l'autre sens et on se retrouve avec un kilo d'olive à 4 dirhams 50, entre 4 à 6 dirhams. Mais est-ce qu'on peut compenser, ça a été évoqué tout à l'heure par Srairi, la pénurie, parce qu'il faut dire, on a une pénurie. Ouais. Est-ce que c'est aujourd'hui le diagnostic? On a une pénurie de main-d'œuvre dans nos campagnes. Exactement. Est-ce que ça peut être remplacé par des machines? Jusqu'à quelle mesure, jusqu'à quel point on peut remplacer durablement la pénurie de main-d'œuvre par la mécanisation? Ça dépend des filières et même en rentrant carrément dans le détail des filières. Aujourd'hui, on peut vous dire que sur 1 200 000 hectares d'olives, par exemple, que nous avons au Maroc, sur les 1 200 000 hectares, on peut remplacer mécaniquement, on peut aller à 200 000 hectares maximum. 150 000, 200 000 hectares, c'est le maximum. 1 million doit être encore récolté à la main, on ne peut pas faire autrement. Hein? Les agrumes, à la main, 100%. À la main, ben oui. Et on ne peut pas faire autrement. Tout ce qui est rosacée, tout ce qui on ne peut pas le faire, on est obligé de passer à la main. Ce qu'on peut encore mécaniser, c'est par exemple le maraîchage. Le maraîchage, oui. C'est possible encore parce qu'aujourd'hui, on est en train il y a une bonne partie qui travaille à la main, on peut le mécaniser. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des spécialités. La taille aujourd'hui, on ne la fait pas. Il n'y a pas de machines qui vont faire la taille parce que la taille, c'est une technique. Et il ne faut pas que des ouvriers, il faut des ouvriers spécialisés. Quand on rentre maintenant dans les fruits rouges, il faut des femmes spécialisées qui savent cueillir les fruits rouges. Le fruit qu'il faut cueillir aujourd'hui, ce n'est pas celui. Combien elles doivent être payées, ces femmes, pour qu'elles reprennent le chemin des champs marocains et pas des champs espagnols? Alors, on en a discuté. On est dans la théorie à Sydney. On est dans la théorie. On était dans la... On est en pleine discussion avec l'ANAPEC sur ces femmes qui partent à l'étranger. Il n'y a pas beaucoup, en fin de compte. Ce n'est pas ça qui va changer. Il y a assez pour répondre à la demande européenne. Non, c'est-à-dire ce qu'on est aujourd'hui, c'est l'ensemble, c'est 15 000 femmes qui partent en Espagne. Combien elles sont aujourd'hui sur les champs marocains? Je n'ai pas le chiffre, mais c'est vous le spécialiste. Vous représentez les professionnels. Au total, on est aux alentours de 3 millions. 3 millions. 3 millions de personnes. Très bien. Donc on est très très peu. Et combien par exemple, pour la filière des fruits rouges, combien on est censé payer ces gens-là? Combien ils sont payés de l'autre côté de la Méditerranée? Sans vouloir s'aligner, mais en tout cas, comparaison n'est pas raison, bien sûr. Oui. Mais au moins qu'on sache que demandent ces gens pour qu'ils retravaillent la terre chez eux et pas ailleurs. Alors là, c'est très simple. Aujourd'hui, on part d'un salaire de récolte en général qui tourne entre 200 et 250 dirhams. Et à l'étranger, sont payés 600 dirhams, moins les charges. Moins des charges, c'est-à-dire moins leur logement, tous les frais Donc c'est entre 600 dirhams et moins les charges. Et ils travaillent, donc je pense qu'ils sont... 600 dirhams brut. Brut, c'est-à-dire pas brut, c'est-à-dire pas les charges sociales, je ne sais pas, mais dans l'entour 600 dirhams qui touchent, je ne sais pas dans quel... Donc là, on est plus ou moins du simple au double. Plus ou moins du simple au double, exactement. Très bien. Qu'est-ce qui est demandé au pouvoir public? Comme ça, on va direct. Parce que là, on en parlait tout à l'heure du SMAC. Est-ce que la hausse annoncée du SMAC par le gouvernement actuel suffit-elle à redonner envie aux agriculteurs, ou on va dire aux travailleurs dans l'agriculture, à s'engager et peut-être même à perpétuer une tradition ancestrale? Parce que c'est le cas pour le Maroc, pour la campagne marocaine. Oui, donc vous venez d'entendre que les ouvriers sur des activités saisonnières sont payés presque 2,5 fois le SMAC. Donc on se pose même la question de la pertinence d'un tel indicateur. Bon, maintenant, c'est important d'en parler aussi. Le travail agricole, j'ai dit tout à l'heure, c'est une diversité de choses. Il y a du travail permanent et il y a du travail saisonnier.
Et je pense que là aussi, notre législation doit évoluer par rapport à ces points-là. On a des pics d'activité dans certaines zones. Peut-être qu'il faut s'adapter, notre législation doit s'adapter, vu qu'on est dans un contexte perpétuellement en changement. Puis ici, je voudrais quand même parler de quelque chose que je connais bien, le travail dans l'élevage. À la différence des cultures et de certaines cultures comme ça, où c'est très saisonnier, on a des pics, l'élevage, c'est toute l'année. C'est toute l'année. Et vous avez des activités où si vous n'avez pas de travailleurs, vous êtes vraiment dans le pétrin. La traite des femelles laitières. Et on parle d'une filière fondamentale. Filière laitière, protéines animales pour nourrir la population. Ben, croyez-moi, les mêmes ajustements se sont faits par rapport au SMAG. On ne parle plus de SMAG. On parle de réaménager les temps de travail. Vous savez à quelle heure se fait la traite ? 4 heures du matin. Il faut avoir le pouvoir de négocier avec votre ouvrier pour qu'il soit là à 4 heures du matin, pour qu'il prenne une trêve au milieu de la journée, parfois 10 heures, dès qu'il finit la traite, jusqu'à la prochaine traite. Et tout ça, bien sûr, se négocie. Et on n'est plus dans le SMAC. On est dans des choses qui sont négociées. Donc il y a un décalage complet entre ce que propose, enfin ce qu'on entend, la hausse du SMAG, etc., et la réalité du terrain pour les exploitants qui... Enfin, moi, j'imagine, hein, quand vous voyez ces chiffres-là du gouvernement, vous devez sauter d'étonnement parce que on est très loin de ce que vous payez finalement, vous, les ouvriers. Parce que le commun des mortels ne sait pas finalement que les exploitants payent 3 fois le SMAG à leurs ouvriers. Et il y a un dernier point fondamental. Oui. Nos statistiques Oui. entièrement doivent être revues peut-être, crédibilisées, rendues plus fiables par rapport à des réalités de terrain qui changent tellement vite. Je vous donne un exemple. On disait tout à l'heure, on parlait d'à peu près 3 millions de personnes dans le secteur agricole. Mais c'est une statistique très floue. Il y a une telle flexibilité de la main-d'œuvre agricole qui peut quitter une exploitation parce qu'il n'y a pas assez d'argent ou assez de rémunération et aller travailler en extra-agricole 3 mois dans l'année durant l'été parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Je rappelle, 80% de la surface n'est pas irriguée. Qu'est-ce qu'il va rester faire là-bas en juillet, août, une fois qu'on a récolté des céréales, quand il y a des récoltes? Ben, il s'en va, il va travailler 3-4 semaines et puis il revient, s'il faut réinstaller des cultures. Donc, crédibilité des statistiques. Et puis surtout, n'oublions pas qu'on parle d'une crise du travail salarié dans l'agriculture. Or, une grande partie du travail agricole, c'est le travail familial. C'est des gens qui sont sur place. Pour cela, il n'y a ni SMAG ni rien du tout. Il y a les revenus de leurs activités agricoles. Exactement. Et on a besoin de statistiques fiables par rapport à tout ça. Exactement. Message envoyé directement au commissariat au plan, j'imagine, mais aussi le département de l'agriculture. Entre autres, bien sûr, on a besoin de statistiques très crédibles pour pouvoir anticiper les crises, pour pouvoir se projeter à l'avenir. Vous avez posé une question tout à l'heure fondamentale. Est-ce que l'avantage compétitif qu'on avait avec une main-d'œuvre pas chère, est-ce qu'il se maintient? La réponse est quasi évidente, c'est non. Comment repenser l'attractivité du métier agricole, alors, au-delà de l'aspect financier? Oui. Rachid Benavi. Pardon? Comment repenser l'attractivité du métier agricole pour les jeunes ruraux, en sachant qu'il y a cet appel qui a été émis par Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour justement mettre en avant cette nouvelle classe moyenne rurale. Donc comment leur donner envie, en gros, de ne pas aller travailler La nouvelle classe, je pense qu'elle est en train de se faire d'elle-même. C'est-à-dire maintenant, il y a une élimination d'office. Il y a pas mal d'entreprises qui vont pratiquement s'arrêter, c'est-à-dire entreprises familiales, des gens qui ont commencé à immigrer, c'est-à-dire changer, pas immigrer à l'étranger, c'est-à-dire l'exode rural qui se vide. Je pense que ça se limite, ça commence à se limiter d'elle-même. L'attractivité, elle existe toujours. Maintenant, il faut juste s'adapter. C'est-à-dire, il a parlé tout à l'heure des conditions. Est-ce qu'ils ont les conditions optimales? Est-ce qu'il fait bon de travailler les champs au-delà du salaire? C'est pas facile. C'est pas facile. Et surtout que c'est un travail pénible. Aujourd'hui, on ne travaille pas. On parlait tout à l'heure vous avez parlé de le SMAC, SMIC, on parle de ça. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui reste sur les champs 8 heures d'affilée? Jamais de la vie. Jamais. Aujourd'hui, on ne travaille plus 8 heures dans les champs. Aujourd'hui, on travaille 4 heures, 5 heures dans les champs, parce que ça reste quand même un travail pénible. Il faut que ça soit attractif. Et que avec ces salaires-là, je pense que les gens peuvent rester. C'est-à-dire, si on arrive à les trouver, maintenant, il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'on demande au pouvoir public? J'ai posé la question tout à l'heure. Aujourd'hui, on est d'ailleurs demain, on va signer une convention avec l'ANAPEC et les deux ministères
de tutelle, c'est-à-dire l'agriculture et l'emploi, pour essayer de trouver dans des endroits où il y a encore du chômage, parce qu'on entend du chômage dans l'agricole, on a toujours entendu qu'il y a 20%, mais moi je ne vois pas où il y a les 20%, on n'arrive pas à les trouver. Donc peut-être qu'il y a des zones où il y a du 40%, si nous on a un négatif et d'autres zones où il y a... Peut-être on va lancer, c'est l'ANAPEC qui va s'occuper de cette opération, on va lancer des appels pour essayer de drainer, pour essayer de trouver des jeunes qui peuvent être peut-être intéressés, des salariés qui peuvent être intéressés par Vous y croyez, vous, à cette solution ? C'est possible, c'est possible. Il y a des endroits, peut-être qu'on n'a pas bien cherché. Le Maroc est grand, elle est vaste. Et il y a des eu une endroits cartographie, justement, pour identifier quelles sont les régions qui peuvent être pourvoyeuses de main-d'œuvre dans le royaume vers d'autres régions beaucoup plus agricoles. Ça sera aujourd'hui, demain, ça sera la convention globale, mais après, ça sera scindé aux conventions spécifiques qui vont toucher les filières carrément. Et quand on sait, je ne sais pas moi, filière des dattes par exemple, les filières des dattes, les oasis sont vides, il n'y a plus de jeunes dans les oasis. Si on sait que la filière des dattes a besoin de temps, de main-d'œuvre de telle période à telle période pour la cueillette ou autre, donc cette période-là, que l'ANAPEC oriente les gens vers ces exploitations dont on a besoin. Le lendemain, c'est de la mobilité, on va jouer sur un petit peu sur la mobilité. Le lendemain, c'est une autre filière qui va la filière. Mais du coup, ça va coûter plus cher à l'exploitant. C'est-à-dire que si on a un ouvrier qui est sur place et donc qui est payé avec les frais que vous avez évoqués tout à l'heure, là, il y a d'autres frais parce qu'il faudra loger ces gens, etc. etc. Ah, il y a des moyens, on est obligé, comme vous l'avez dit, on est obligé, on est dedans maintenant. On est en dedans, et là vous revenez au point que vous avez cité au début, c'est-à-dire est-ce qu'on restera encore compétitif vis-à-vis de l'étranger? Et là on revient dans le gros problème, est-ce que l'agriculture est rentable? Quand on voit ce qui se passe en Europe aujourd'hui... Est-ce qu'elle est rentable aujourd'hui, mais plutôt est-ce qu'elle sera rentable demain? Exactement. Et quelle agriculture on veut pour notre pays? Et c'est là où on va se poser encore la question, est-ce qu'on va garder les mêmes choix qu'on a fait avant? Et pour répéter tout à l'heure ce qu'évoquait ici Sraïri, finalement, est-ce que les cultures qu'on croyait créer de l'emploi, eh bien maintenant, elles souffrent du mot MAUX, ou du mal, pardon, des mots, mais du mal pour lequel elle a été créée? On est obligé. Il y a des filières où on est obligé. Le maraîchage irrigué à 100%, on est obligé de créer parce qu'on est obligé de manger. On n'exporte pas, on est obligé de manger chez nous. La pomme de terre, l'oignon, on est obligé de le consommer chez nous. On est obligé de le faire à n'importe quel prix. Et là, on revient à un point très intéressant. On a discuté tout à l'heure avec Cicéré. Malheureusement, on a une agriculture qui n'est pas subventionnée. Et aujourd'hui, dans des pays qui atteignent un certain niveau Qu'est-ce que vous appelez par subventionner? Il y a des subventions. Pas du tout, pas du tout. La production n'est pas subventionnée. La production. La seule production qui a été subventionnée, on remercie Sa Majesté, que Dieu l'assiste, c'est l'élevage subventionné les 2 dernières années. En dehors de ça, on a eu le maraîchage subventionné pendant 1 année. En dehors de ça, on n'a pas de subvention à la production. Aujourd'hui, l'Europe, la politique agricole commune, elle est subventionnée. Aujourd'hui, on sait que si on fait le calcul, les économistes, d'ailleurs, on a un colloque sur ça, avec les économistes et l'agroéconomiste. Aujourd'hui, l'agriculture devient très aléatoire. Donc, il y a des subventions qui sont octroyées dans d'autres pays. On a vu un benchmarking, on l'a fait. Je vous sors en Inde, c'est des subventions qui sont colossales. En Inde, par exemple, c'est un pays sous-développé avec des subventions colossales pour la production. Parce qu'il y a des moments où on ne s'en sort pas, donc il faut. Est-ce que le fait qu'elle ne soit pas aussi, qu'elle jouisse d'une fiscalité très arrangeante, que l'eau finalement ne coûte pas grand-chose à l'agriculteur, n'est pas en soi une subvention de l'État? Ça dépend. Ça dépend comment on se place. Oui ou non? Ça dépend comment on se place. Il faut rappeler aussi aux téléspectateurs, pour être aussi juste et équitable, il faut rappeler aussi des avantages. On va dire que ce ne sont pas des subventions qui sont données, mais c'est des avantages au secteur agricole dont, il faut le dire, profitent beaucoup d'exploitants aujourd'hui et hier, etc. Quand je vous ai dit, on peut faire un benchmarking là-dessus. Si on a fait ce benchmarking, on peut le sortir, on peut vous le donner. Qu'est-ce qu'on appelle par une subvention, par une fiscalité, arrangeante, on va dire. À 20%, on n'est pas de fiscalité arrangeante, on est à 20%. De TVA? Non, 20% au niveau de l'IS. L'IS.
au-delà de 5 millions de dirhams. Au-delà, moins de 5 millions de dirhams, c'est considéré comme c'est de l'agriculture familiale, solidaire, tout ce qu'on veut, mais à 20%, on est désolé, on est dans la même chose partout, pas dans le monde, parce qu'on a pas mal de pays qui sont beaucoup moins que ça. On parle de l'eau. Aujourd'hui, l'eau de l'irrigation dans les barrages, c'est 1 dirham 20, 1 dirham 25 hors taxe le mètre cube, c'est pas donné. On prend un hectare d'eau. Vous payez la même chose que paye un citoyen, alors que lui ne fait pas de bénéfice sur l'eau qu'il consomme. Donc vous payez la même chose. Non, on ne paye pas la même chose. Bon, beaucoup moins. Mais ça n'existe pas ailleurs. Ces prix-là n'existent pas ailleurs. On ne paye pas ailleurs 1 dirham 20. C'est 4 000 dirhams l'hectare 4 000 dirhams hors taxe l'hectare d'olivier. Vous croyez que c'est rentable, ça, avec ces prix-là? On a un avantage très spécifique. Non. C'est vrai qu'il y a des avantages. C'est peut-être. On avait une main-d'œuvre qui était intéressante, si on veut dire, avec un prix bas. Aujourd'hui, quand on s'aligne sur pas mal de pays, et même, il faut comparer ce qui est comparable. On a à côté, on a des pays comme l'Égypte, où la main-d'œuvre est à 25 dirhams. 2,50 € exactement. 30 dirhams, allez. 30 dirhams. Et on se retrouve sur le marché tous ensemble. L'olive de table, on a pratiquement quitté le marché vis-à-vis de l'Égypte. Il est devenu numéro 1 mondial d'olive de table. Et nous, parce que c'est tout simplement l'eau est gratuite. Ils ont l'électricité à pratiquement la moitié de notre prix. Et avec une main-d'œuvre de 30 dirhams, quand même, il faut comparer ces pays-là. On ne se compare pas à d'autres pays. Mais on va se comparer sur le marché, quel est le salaire minimum aujourd'hui en Égypte, quel est le niveau de vie des Égyptiens et des Égyptiennes, combien sont-ils déjà? Enfin, je veux dire, toute la population marocaine, c'est une ville en Égypte. Il faut aussi le rappeler peut-être. Ça regarde la disponibilité de l'humain, déjà. Bien sûr, c'est la disponibilité. Ça, c'est un autre avantage. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de situation. Mais est-ce que vous pensez qu'il faudrait peut-être aussi penser à l'étranger, que l'étranger, comme les Marocains qui vont travailler dans les champs internationaux, il existe aujourd'hui. Il y en a déjà. Il y en a tellement. Bien sûr, il y a des subsahariens qui sont déjà actifs dans des fermes. S'il n'y avait pas les subsahariens, je pense qu'on aurait un sérieux problème, là. Surtout au sud du pays, je fais allusion notamment au bassin du Souss-Massa, il y a déjà des subsahariens actifs dans des fermes, bien sûr spécialisées sur les petits fruits rouges, sur la tomate. Qu'on a formés ici. Qu'on a formés sur le tas, et qui se sont formés eux-mêmes juste par expérience. C'est pas vraiment... Sur la cueillette, le plus souvent, c'est pas des compétences qui demandent une formation de longue durée. Mais maintenant, sur ceux qui restent dans l'exploitation, est-ce qu'on a les formations adéquates pour aussi faire face à ce nouveau contexte? Il ne faut pas oublier qu'on a quand même ce problème de la rareté de l'eau, on a aussi ce problème des sols qui s'usent. Donc est-ce que c'est quelque chose qui est pris en considération? Là, c'est le dernier des soucis. Moi, je pense maintenant ça va s'imposer. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a de ça une quinzaine d'années, quand moi j'ai commencé à évoquer le sujet de la main-d'œuvre, on me disait « Ah, mais tu rêves, etc. » Aujourd'hui, on voit bien que ça s'impose. Et puis, je rappelle que la littérature scientifique dit toujours le triptyque terre, travail, capital. C'est connu, c'est pas quelque chose comme ça serait réinventé. Et plus que ça, chez nous, le foncier agricole, on n'en parle pas beaucoup. Alors que si on devait ouvrir la parenthèse du foncier agricole, je vous jure que vous feriez plusieurs émissions. Et malheureusement, on n'a pas beaucoup de connaissances sur ce qui se passe sur le foncier agricole. Parce que tout le monde le sait, il y a un morcellement massif. Oui. Et ça a aussi des conséquences sur la main-d'œuvre. Figurez-vous, quand vous avez 5 héritiers, chacun hérite un quart d'hectare, eh bien, plus personne n'arrive à avoir une exploitation viable. Et vous en avez 4 qui partent, et il y en a un qui garde la baraque, si j'ose dire. Et les 4 qui partent, le plus souvent, ils vont quitter le secteur agricole avec les expériences qu'ils avaient du secteur agricole, et vous allez les retrouver en ville, faire des petits jobs, si j'ose dire, gardiens, etc. Et on aura perdu aussi, c'est ce qu'évoquait Si Ben Ali. Ce sont des personnes qui avant étaient sur place et qui sont aujourd'hui parties, surtout avec 5 années consécutives ou 6 années consécutives de sécheresse. Est-ce qu'on entre, ou en tout cas le Maroc agricole, dernière question, entre dans une nouvelle ère où l'eau ne suffit plus, la vraie bataille devient plutôt humaine et sociale? Pas faux, non. L'eau restera toujours le premier problème. Ça restera toujours le premier problème. Je ne pensais pas que ce serait elle qui me dira le contraire. Ah non, rien qu'hier, vous avez un rapport d'une institution reconnue mondialement, l'Université des Nations Unies, qui dit que la planète
est entré dans une phase, et je pèse mes mots, je traduis ce qu'ils ont dit, faillite hydrique, water bankruptcy. Exactement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la menace hydrique pour un pays comme le Maroc et pour son secteur agricole, elle est majeure. Il ne faut pas qu'on se fasse tromper par de la petite conjoncture très favorable. On a eu quelques pluies. Le Maroc est sous l'emprise d'un manque d'eau structurelle qu'on ne pourra jamais cacher, qui a existé historiquement et à mon avis va s'exacerber. Alhamdoulilah, on a eu ces pluies, vous avez commencé avec ça au début de votre émission, mais vous allez rajouter à ça la complexité imposée par un marché du travail ou une main-d'œuvre encore plus aléatoire qu'avant. Et donc ça veut dire des difficultés beaucoup plus importantes pour les exploitants agricoles, c'est clair. On n'a pas parlé de l'état réel des sols après ces années de stress hydrique. Ça mérite aussi une autre émission. Sûrement. Rachid Ben Ali, un mot justement pour peut-être l'alternative et aussi les solutions. Vous avez parlé de cet engagement de différents départements pour essayer de trouver une solution, est-elle durable pour le problème de manque de ressources humaines dans nos campagnes aujourd'hui, pour répondre à cette demande et à cette production qui reste sur les arbres? Il n'y a pas de solution miraculeuse, malheureusement. C'est très difficile et ça vient de tomber. C'est un problème qu'on n'a pas vécu ces dernières années parce qu'on a eu effectivement une sécheresse. On n'avait pas besoin d'autant de main-d'œuvre. Les gens sont partis. Maintenant, il faut rendre l'attractivité à cet agriculteur, à cette agriculture en général. Les gens doivent savoir que l'agriculture... Maintenant, c'est très difficile quand quelqu'un du rural, un campagnard qui rentre en ville, travailler que comme en ville, c'est difficile, qu'il revient dans son bled. C'est pas possible, ça devient très difficile. Et là, c'est du sérieux quand même. Parce qu'il a pris des habitudes, il vit dans un autre confort, dans un autre milieu. Aujourd'hui, revenir dans le rural, c'est pas facile. J'ai pas de solution miraculeuse. On essaie. On a une autre échéance qui arrive, c'est-à-dire les autres. Vous avez parlé de l'olivier. Et il y a d'autres arbres qui vont arriver, fruitiers qui vont arriver. Est-ce qu'on a assez de recul? Il y a tout, bien sûr. Oui. Est-ce qu'on a assez de recul pour justement répondre aussi à cette urgence des autres filières? On va essayer. C'est un travail de longue haleine. On va démarrer avec nos amis professeurs. D'ailleurs, on a une autre conférence qui sera avec les agroéconomistes dans la semaine prochaine, dans 2 semaines, le 3, sur ça spécialement. Donc c'est quelque chose, on va évoluer, on va essayer de trouver, mécaniser le maximum qu'on peut mécaniser. C'est pas facile. Maintenant aussi avec l'ANAPEC, avec la convention, il y aura une formation. On va prendre des ouvriers pour les former aussi, c'est important. Quel est le rôle de l'État? C'est l'accompagnement. Quel accompagnement? C'est le fait avec l'ANAPEC, ce sera l'aide au recrutement, la formation, la mécanisation. Il faut qu'on trouve des moyens, d'autres matériels avec des subventions pour essayer de mécaniser, parce qu'il faut la mécanisation, par exemple, aujourd'hui, quand on parle de la récolte de la pomme de terre, par exemple, l'oignon, il faut que ce soit mécanisé, leur récolte, et ça va nous peut-être donner d'autres possibilités. On est en train de chercher. On n'a pas de solution miraculeuse. En tout cas, le problème est là. Et le problème est toujours là, pour l'instant. Parce qu'en sachant que aussi, avec les usines de dessalement d'eau de mer, la production aussi agricole est amenée à peut-être même augmenter. Alors, il faudra peut-être répondre à cette urgence et trouver les bonnes. C'est-à-dire, si on se prend maintenant avec du recul, maintenant, on réfléchira 2 fois avant d'installer une culture qui est à 100% manuelle. Ça, c'est important. Et finalement, cet argument de l'emploi qu'on nous sortait depuis plusieurs années maintenant pour justifier le changement de certaines cultures vers d'autres, peut-être qu'il est remis en question aujourd'hui avec cette pénurie de ressources humaines dans le secteur agricole. En tout cas, messieurs, merci beaucoup. C'était fort enrichissant. Merci, professeur Srairi. Merci à vous aussi, Rachid Ben Ali. Merci à vous. C'est la fin de cet épisode de Questions d'actu, donc très bonne soirée.